Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui un doyen, Papa François Soumbou. Bonjour Papa. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de recevoir un doyen. D'abord, je vous remercie pour votre disponibilité et de nous faire honneur. On vous invite aujourd'hui parce que, en tant que doyen, vous avez forcément beaucoup de choses à transmettre à la société congolaise, en tout cas à la jeunesse. Et on aimerait également avoir votre avis sur des questions importantes qui aujourd'hui se posent au Congo-Brazzaville. On va vous présenter rapidement. Vous avez été parlementaire plusieurs fois au Congo-Brazzaville, sénateur, député pendant le mandat du professeur Pascal Lissouba. Vous êtes ingénieur agronome. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ingénieur du bois, pas agronome. Ingénieur du bois et pas agronome. Ok. Alors, Papa Soumbou, j'ai envie de dire, après toute votre carrière, tant politique que professionnelle, qu'est-ce que vous allez léguer à la jeunesse congolaise? Papa Soumbou, vous avez été donc député du RDPS avec Jean-Pierre Tissertikaya. Vous avez également bien connu le président Marien Ngouabi. Vous avez connu le président Sassou. Vous avez connu également Ange Diawara. Vous avez, bref, connu la majorité des acteurs politiques et vous avez vous-même, à travers les différents dispositifs éducatifs du pays, bénéficié de bourses du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez, quand je dis vous, votre génération, responsable du chaos, et est-ce que vous êtes conscient que vous allez léguer un pays en lambeaux à la génération qui est la mienne, mais à celle aussi de vos petits-enfants? Est-ce que votre génération n'est pas responsable de ça? Ce n'est pas un problème de génération. Que toute une génération soit responsable d'une situation dans un pays, c'est pas... La génération de politique, je veux dire. Hein? Et si on regarde ça par rapport à la politique, sûrement, mais il faut savoir, le problème c'est comment cette génération qui désorganise le pays a-t-elle fait pour arriver là? On vous écoute. La jeunesse qui pose la question aujourd'hui de savoir si, bon, disons, qui dit reconnaissez que c'est vous qui avez mis la... Est-ce qu'elle mesure aussi sa responsabilité? Dans tous les pays du monde, à ce que je sache, toute révolution est venue par la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui, face à la situation qui prévaut, qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son attitude? Quelle responsabilité prend-elle quand on parle par exemple des gens qui sont bloqués, je ne sais pas où, au Maroc, ils n'ont pas leur bourse, ce n'est pas des vieux comme moi, c'est les jeunes. Mais que fait cette jeunesse? Vous auriez fait quoi à la place de cette jeunesse? Nous, de notre temps, nous parlions. Je n'étais pas étudiant, je n'ai jamais étudié à Marien Ngouabi, mais je me souviens qu'à un moment donné, ça doit se passer en 1972, les étudiants de Marien Ngouabi qui n'ont pas eu leur bourse dans les délais qui étaient prévus, s'étaient levés pour réclamer ce qui leur était dû. Il n'y a pas eu parmi eux des gens qui sont venus leur dire tiens, prends ces 10 francs, il faut te détacher de ça, il ne faut pas aller là-dedans, il ne faut pas aller là. Or, aujourd'hui, dès que vous entreprenez de faire quelque chose, il y a des gens qui viennent après vous. Ça peut être les gens de la génération de Soumbou ou d'autres qui viennent vous proposer bon, quelque chose de rien du tout, qui n'a rien à voir avec ce qui vous est dû. Et vous accrochez à cela. Alors, qui est responsable de cette déconfiture? Est-ce ma génération ou bien votre génération? En tout état de cause, quand je pense à ma génération, je ne pense pas que ce soit une génération qui soit encore à même de mener des batailles. Les batailles d'aujourd'hui doivent être menées par votre génération à vous-même. Parce que c'est vous
qui vivait ce qu'il se passe, vous arrêtez un moment pour faire le point. Une fois qu'on a fait le point, on se donne une directive, on avance. Comment est-ce que nous allons avancer? La jeunesse doit se prendre en charge. Il faut qu'on évite cet état de situation qui veut que l'on mette tout sur le dos des autres. Il faut regarder sa responsabilité à soi-même. Je répète que partout où nous avons vu des choses changer, c'est la jeunesse qui a pris les devants. Elle a accepté d'aller se faire taper, de laisser des morts sur le terrain, mais c'est la jeunesse. Un Soumbu de 80 ans ne peut plus se lever pour aller dans la rue, aller se battre avec une police de toutes les façons. Rien que de courir, il se casse la gueule, il ne fait rien pour la jeunesse. Excusez-moi, je suis peut-être un peu long, mais non, en 1963, j'étais à Chaminade, élève de classe en première Chaminade, je crois, lorsque en première. Lorsque, bon, il y a je ne peux pas vous expliquer exactement qu'est-ce qui a provoqué ce qui, mais je crois que c'était un mouvement syndical. Et dans lequel la jeunesse a trouvé aussi à introduire ses revendications. Et la jeunesse a pris les devants, mettant même de côté les syndicalistes qui avaient lancé le mouvement, et la jeunesse, à travers dans la graille, les Anges d'Iawara et consorts, ils ont pris le mouvement en main. Et n'eût été l'apport de cette jeunesse, on n'aurait jamais réussi ce qu'on avait réussi en 1960. Et pour rien en plus. Cette jeunesse, voyant que certaines choses n'allaient pas, bon, il a imaginé qu'il y a quelqu'un qui volait l'argent. Et on nous a amenés dans la rue. Je me souviens moi-même avoir chanté, il nous a tout volé, nous bâtirons de nouveau, il suffit de la liberté. Et on s'est battu. Sous la menace même des armes des gendarmes français qui étaient basés, qui étaient postés dans notre pays. Ils ont été appelés pour venir contrôler ce mouvement. Mais cette jeunesse n'a pas eu peur d'avancer. Je me souviens d'un Dalagraï debout sur un char militaire avec des gens comme les commandants Fodé, les Mouzabakani et consorts, mais la jeunesse a sollicité l'armée et ils ont avancé avec. Je n'ai pas vu quelqu'un de mon âge dans le groupe de l'eau. Nous n'étions que des enfants. Sombo sur Congo Liberty. Alors il y a aujourd'hui dans l'opinion congolaise d'autres Congolais qui reprochent, en particulier aux ressortissants du Kwilu, pour ne pas dire les Vili, qu'ils ne se mobilisent pas assez comme leurs ancêtres. Je vous explique. La colonisation française chez nous est entrée par les territoires du Nord. Il paraît, en tout cas selon certains historiens, que cette mission colonisatrice savait que c'est la côte au niveau de l'océan Atlantique, à Pointe-Noire, qui avait des guerriers qui allaient les repousser. Donc il y a, pour toujours ces gens-là, un esprit de résistance du peuple Vili qui a totalement disparu aujourd'hui. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui, le pétrole qui est exploité dans le Kwilu n'est pas de retombée dans la ville de Pointe-Noire et que le peuple Vili aujourd'hui est totalement abandonné. Est-ce que vous comprenez qu'on reproche aujourd'hui aux Vili d'être quelque part les complices de M. Sassou Nguesso? D'abord, il ne faut pas parler des Vili. Quand il s'agit d'histoire de pétrole, ce n'est pas les Vili. Le pétrole est exploité dans une région, une partie du pays qui est appelée le Kwilu, en bord dans la zone côtière, qui est habitée par tous les peuples du Congo. Dans la ville de Pointe-Noire, il y a des gens qui sont bien longtemps avant même que nous autres là, on vienne au monde. C'est des Ponténégrins, ces gens-là. Ce n'est pas que les Vili, ils sont sur des terres où ils sont implantés depuis des années. C'est tout le monde qui devrait mener des revendications.
C'est comme on l'a dit, je crois, tout à l'heure, nous avons parlé de mobilisation. Que les gens se mobilisent, parce que j'ai souvent entendu ce discours-là. Qu'est-ce que les Vili font? Mais ce n'est pas une affaire de Vili, c'est une affaire de tous les Congolais qui souffrent. Parce que quand à Ndjeno, il y a un village à Pointe-Noire qu'on appelle Ndjeno, au Kouilou qu'on appelle Ndjeno, où l'espérance de vie est maintenant autour de 30 ans. À cause des relents de pétrole. Mais ceux-là qui souffrent de maladies pulmonaires du fait de ces relents-là, c'est pas que des Vili, c'est tout le monde. Et quand je parle d'une Ndjeno, je me demande si les Vili sont un nombre plus important que les autres populations. Donc c'est nous tous qui devons nous mobiliser pour mener ces revendications. Parce que quand c'est des Vili eux-mêmes, tout seuls, qui se lèvent pour aller revendiquer, il faut vous dire, ce sont des revendications identitaires. Mais c'est tout le monde qui doit se mobiliser pour revendiquer cela. Je ne sais pas si vous avez été à Pointe-Noire ces derniers temps, aller voir là-bas. C'est terrible. La moindre petite pluie la fait tomber. Alors qu'il y a de quoi pour remettre la propriété dans cette ville. Vu ce que l'on sort de ce sous-sol, nous parlons que de pétrole, à l'époque c'était le bois. Et même la potasse? La potasse, le bois, plein de tout. Pointe-Noire ne pouvait pas être comme ça. Ici, moi j'ai vécu dans une ville d'Allemagne qu'on appelle Düsseldorf, mais je crois que c'est l'une des villes les mieux bâties, propreté partout, toute la zone là, parce que c'est dans un bassin, le bassin je ne sais plus quoi, où il y avait du charbon. Ici en France, vous avez la Lorraine. Des zones là où on a la matière première, ce sont ces zones-là qui en tirent les premiers, les retombées. C'est des villes bien faites, c'est des villes de subventions qui tombent tout le temps. Ce qui n'est pas le cas pour Pointe-Noire. Mais Pointe-Noire aurait pu se faire, mais il se trouvait que aujourd'hui, je prends le cas de la mairie de Pointe-Noire. C'est une mairie qui était à budget autonome, avec tout. Au jour d'aujourd'hui, cela n'existe plus. D'ailleurs, c'est toutes les mairies, c'est comme ça. Il paraît maintenant qu'il y a eu une unicité de caisse, tout doit venir du trésor public. Or, le trésor public, ma foi, c'est devenu un gouffre. Hein. Ah bon? Quand ça tombe là-bas, je crois qu'on ne retrouve plus grand-chose. Je ne sais pas comment ça se passe, je n'insinue pas grand-chose parce que pour dire ces choses-là, il faut avoir des chiffres et venir exempter. C'est parce que moi, je ne dis pas n'importe quoi, je ne vais pas me hasarder à dire n'importe quoi. Oui, mais Papa Sumbu, vous allez m'excuser. Je vois bien que vous avez fait de la politique, que vous utilisez des mots très... vous allez m'excuser, un peu complaisants, mais dans un pays comme le Congo où le pétrole coule à flot, où des milliards de francs CFA, pour ne pas dire de dollars, entrent dans les caisses, qu'on ait une ville comme Pointe-Noire dans cet état-là, vous êtes quand même un sage du Kouilou. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui, oui, vous avez raison que tous les Congolais doivent se révolter, et vous avez raison, là, oui, mais les Vili, au premier chef, doivent quand même se révolter. Et lorsqu'on parle des sages du Kouilou, je n'ai jamais vu un Babembe comme moi dans les sages du Kouilou, donc il y a quand même une responsabilité du peuple Vili. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire que non. Non, le peuple Vili ne peut pas endosser la responsabilité de la déconfiture dans laquelle se trouve le milieu dans lequel il vit, parce qu'il n'y a pas que les Vili qui y vivent. C'est vrai, des personnes âgées devraient prendre peut-être la tête pour aller voir le pouvoir en place et batailler pour ça, mais je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous allons aller causer de cette affaire de pétrole là avec le pouvoir. Ça a tout le temps eu lieu. Je me souviens avoir été moi-même dans une délégation où nous sommes allés pour ce problème.
même avant la délégation, je me souviens avoir pris, parce que j'avais eu cette responsabilité, de prendre la parole à l'Assemblée nationale pour poser ce problème d'une ville qui est la mamelle du pays et qui est dans l'état où elle est. Mais il y a eu les propres fils de Pointe-Noire, c'est pourquoi je tiens à dire que c'est une affaire de tout le monde, ce n'est pas une affaire de Villy. Parce que celui qui avait pris la parole, député venu de Pointe-Noire, qui était censé soutenir ce que nous disions, ben, il a pris la parole pour lui. Mais alors, mais moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que là-bas on revendique ce pétrole, c'est un produit du pays. Celui qui dit ça, il habite Pointe-Noire. Il est élu député à Pointe-Noire. C'est qui Papa Soumbo? Oh, laissons tomber. C'est tellement loin que moi, je ne vais pas aller désigner des gens. Il rabroue ses collègues députés qui mettent sur la table du Parlement un problème de cette importance. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Papa Soumbo, vous savez que le peuple Villy est souvent, vous allez m'excuser, j'insiste un peu parce que vous êtes aujourd'hui pour nous un sage de la région du Kwilu. Nous avons la chance d'être en face de vous. Est-ce que aujourd'hui vous comprenez, avec également le recul, que le pouvoir en place a toujours utilisé les hautes personnalités du Kwilu? On voit après l'assassinat du président Marien Ngouabi, il y a 3 personnalités du Kwilu qui auraient pu prendre le pouvoir. Il y a le président Moussou Poiti, il y a Jean-Pierre Tister Tikaya, il y a Louis-Sylvain Ngoma qui occupe des postes institutionnels très importants. Ils ont été finalement floués. Aujourd'hui, on a un Premier ministre, Anatole Koliné Makosso, qui n'a même pas de vue sur les produits pétroliers. Est-ce que c'est normal? Jusqu'à quand on va continuer à utiliser les fils de Kwilu par le pouvoir? Si vous avez une proposition à faire par rapport à cette situation, nous, observateurs extérieurs, nous pensons que les fils du Kwilu devraient se comporter comme ceci, comme cela. Il faut faire aussi des propositions. C'est bien de constater, mais proposer. Que faut-il faire? Si ces gens-là, vous m'avez cité ces personnes, ils n'ont pas été là, mais il y a eu des techniques, des subterfuges qui ont été utilisés pour que progressivement on écarte ceci, on écarte celui-là, on écarte, et puis qu'on arrive à ce que certains ont voulu qui arrive. Voilà. Donc, c'est pas de leur fait. Tister Tikaya aurait pu prendre le pouvoir, Moussou Poiti aurait pu prendre. Les textes disposés, par exemple, pour ce qui concerne Moussou Poiti, qui était président de l'Assemblée nationale, les textes disposent qu'en cas de ce qui était arrivé, c'était lui, le président de l'Assemblée nationale, qui se mettait là, en attendant de futures élections. Le congrès du parti, hein, comme c'était le congrès qui... Et comme c'était le parti qui dirige l'État, comment vouliez-vous que les fils du Kwilu percent ça pour s'imposer? Voilà tout le problème. Il y a le parti, même la souffrance du Congo aujourd'hui, mais il y a un parti qui est là, qui est à la place de l'État, qui impose tout. C'est le parti ou c'est le clan, au pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, on fait une différence entre le PCT et le clan de M. Sassou Nguesso. Ça, vous le savez, Papa Soumbo. Mais les gens du PCT se plaignent. S'ils se plaignent. Voyez-vous, de tous côtés, le mal est infini. Les gens du PCT se plaignent pour ça? Vous le savez, Papa Soumbo. Ils attendent que la solution vienne de qui? C'est eux qui se sont proclamés le parti du pouvoir. Enfin, c'est eux le parti du pouvoir et le parti au pouvoir. Au pouvoir, il se passe des choses que tout le monde voit. Le parti du pouvoir ou parti au pouvoir ne fait rien pour arrêter ça. Alors, qui va aller arrêter ça? Qui va aller arrêter ça? Papa Soumbo, on va passer à un autre volet de notre interview. C'est celui d'un sujet sociétal qui malheureusement émeut plusieurs Congolais. Il s'agit, vous allez m'excuser parce que nous sommes quand même des Bantous, ce sont des choses dont un enfant
ne parlerai pas un papa, mais bon, là nous sommes sur Congo Liberty, effectivement. C'est celui de l'homosexualité aujourd'hui au Congo, qui devient quasi institutionnel. On a vu l'ambassadeur de l'Union européenne aller voir M. Denis Sassou Nguesso pour lui demander de faire la promotion, en tout cas de protéger les personnes LGBT, comme on les appelle ici, au Congo-Brazzaville. Pour votre part, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Est-ce que c'est normal qu'on fasse une telle promotion au sommet de l'État? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'une telle chose puisse... Mais écoutez, quand vous m'en parlez, ça veut dire que le commun des mortels, le commun des Congolais, c'est qu'il se passe une chose pareille. Qu'est-ce qu'on fait au Congo aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens attendent pour déjà s'organiser pour protester contre ça? C'est ça que moi je ne comprends pas. C'est-à-dire, il se passe des choses devant les Congolais. Les Congolais se contentent simplement d'aller se plaindre, d'aller en parler. Mais ils n'entreprennent rien qui fasse que ça s'arrête. Quelle est la solution qui est la vôtre? C'est pas de notre culture, dans notre culture. Ça n'existe nulle part. Si ici, ils ont pensé qu'il faut se comporter dans cet état d'animalité, c'est leur problème. Il faut que nous arrêtions de subir. Parce que ce qu'on vient de proposer, c'est nous faire subir des choses qui ne relèvent pas de notre culture. Cette culture, c'est pas possible. C'est une évolution aussi, peut-être que bon, aujourd'hui... Non, il ne peut pas y avoir d'évolution dans ce cadre-là, ce n'est pas possible. Ah, mais pourquoi pas? Non, le monde est conçu tel que nous l'avons vécu jusqu'à présent. Il y a un homme et une femme. Autrement, c'est sûr que ça n'aurait pas existé s'il n'y avait pas nécessité qu'il en soit ainsi. Maintenant, ils veulent changer le monde. Alors changez-le là où vous pouvez. Ne nous apportez pas ça. Si le président a reçu des gens pour ça. C'était le 23 janvier 2022. Ah donc c'est très vrai, exactement. Alors, à ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a pas que nous qui sommes si loin, qui sommes au courant de ça, sur place aussi de ça. Quelle est la réaction au jour d'aujourd'hui là-bas? Moi, je pose la question à un doyen, à un sage, sur sa réflexion par rapport à ça. Après, ce que font les Congolais sur place, c'est une autre chose. Mais moi, j'ai envie d'avoir votre connaissance que vous avez commencé effectivement à ébaucher. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce sujet? C'est une chose qu'il faut arrêter net. Arrêtons ça, mais c'est pas possible. Il faut arrêter ça. Quand bien même le pouvoir en place a décidé que ce soit comme ça, mais il y a eu une loi au Congo qui s'appelle le Code de la famille congolaise. Est-ce que c'est prévu dans la loi? Évidemment, c'est un pays où l'on fait peut-être parfois ce qu'il ne faut pas faire, ou bien on ne fait pas ce qu'on demande que l'on fasse. La loi congolaise qui s'appelle le Code de la famille, à son article, une affaire, l'article 156, je crois, déclare la nullité de tout mariage entre personnes de même sexe. Je sais pas comme ça que c'est écrit, mais j'interprète c'est ça. La loi existe, et je crois que c'est l'article 156 si je me trompe. Et il y a d'autres articles, des 100, machin, pour qu'on explique comment est régi le mariage au Congo. Il y a, jamais moi j'avais lu quand même ce document, puis pour avoir été quand même... plusieurs fois parlementaire, sous-préfet, en tout cas en politique tout simplement. Qui est marié des gens. J'ai toujours lu les documents. Je sais que nulle part on a dit que deux personnes de même sexe pouvaient se marier. Donc c'est une aberration. Il faut chasser, si nous avions le courage que vous avez décrit tout à l'heure qu'avaient les anciens Vili, parce qu'effectivement, des courageux, il y en a eu. Il y en a eu. Il y a quelqu'un avec nous ici où nous sommes, dont un grand-père était un de ces combattants-là. Voyez-vous, aujourd'hui,
tout le monde a été, disons, sorti du courage que nous ont légué ceux qui sont partis. Je pense seulement à un exemple, à un moment donné là-bas, dans le cadre de l'enseignement, ils avaient fait paraître un livre. C'est banal, hein, c'est rien du tout, mais vous allez rigoler certainement. Dans ce bouquin, on a parlé d'un Oko qui montrait la mer à Tati. Mais c'est tout un problème. Ah, mais j'étais encore à l'école primaire. On commence la mer à Tati. Ouais. Alors, c'est une affaire que vous pouvez passer, c'est l'apprentissage du français. Mais il s'est trouvé que les peuples, disons les intellectuels là-bas, en tête desquels il y avait un inspecteur des écoles, ils se sont fâchés. Monsieur l'inspecteur est allé voir le monsieur qui est l'ambassadeur aujourd'hui ici. Monsieur Rodolphe Adada? Oui, c'était Adada, qui était le ministre de l'enseignement à l'époque, pour le prier de retirer cet ouvrage-là. C'est des livres que fabriquait une affaire... L'INERAP ou je sais pas quoi. Voilà. Mais il faut rappeler, Papa Soumbo, excusez-moi pour les téléspectateurs, la polémique est venue du fait que la mer est quand même le territoire d'origine de Tati, et qu'il était quand même anormal sur le plan symbolique, que Oko, qui appartient à la partie nord du pays, montre la mer à Tati. Donc il y avait quand même quelque part dans un pays où vous savez... Mais oui, mais déjà, voyez-vous, il y a la réaction. Les gens ont réagi. Parce que c'est pas possible. Pourtant, c'est rien du tout. Ah ben, vous dites que c'est rien. Alors, Papa Soumbo, pour revenir... La mer, tout comme Tati pouvait aller montrer la forêt et les singes là-haut. Hein? Ah ben, il a la forêt au Mayom. Alors, Papa Soumbo, pour revenir sur le problème de l'homosexualité, bon, vous avez effectivement le mariage qui peut ne pas être reconnu. En tout cas, il n'est pas reconnu dans le droit de la famille congolais. Mais si vous étiez encore parlementaire, est-ce que vous auriez criminalisé l'acte homosexuel au Congo, qui existe déjà d'ailleurs? Est-ce que vous seriez parti jusqu'à voter une loi pour la criminaliser, comme ça s'est fait au Sénégal par exemple? Mais il y aurait une loi comme ça, on votait. Encore fallait-il que la loi passe, parce que... Est-ce que vous l'auriez proposé déjà? Mais pourquoi pas? Au jour d'aujourd'hui, nous souffrons d'apprendre une chose pareille. Et nous prions pour que cette chose ne passe pas. Parce qu'un pays, si on va toucher quelqu'un, on lui propose, moyennant une mallette de euros, c'est sûr qu'il va les forcer à obtenir que le projet de loi soit rédigé et soit présenté au Parlement, ou qu'un Parlement monocolore, où des gens arrivent, ils sont là, ils écoutent, et puis il y en a même qui n'ont rien entendu parce qu'ils ont dormi. Et quand on a dit qu'il est pour, vous voyez que toutes les mains se lèvent. Toutes les mains se lèvent. Papa Soumbo, c'est ça notre malheur. Papa Soumbo, vous êtes d'une autre génération que la mienne, par exemple. En tout cas, moi aujourd'hui... je suis quinquagénaire, donc pour ceux qui me connaissent, ils le savent, mais bon, pour les téléspectateurs, non. Est-ce que vous ne comprenez pas que notre génération, finalement, peut-être d'autres orientations sexuelles, par exemple, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait cette évolution-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous dérange? Les traditions, bon voilà, on peut quand même les faire évoluer. Parce que de toutes les façons, il n'y a qu'à réfléchir. Je ne vois même pas comment un animal, irait s'offrir ce genre de plaisir. Toi, tu es homme, tu réfléchis, tu sais que la nature a disposé l'ordre des choses autrement. Et voici que on vient vous amener des choses contre nature. Mais comment est-ce que soi-même on peut se dire non, ça va, il n'y a même pas besoin que ce Soumbo donne son point de vue. Vous m'avez demandé si une loi comme ça passait au Parlement, si vous y étiez encore. Je dis, je ne voterai jamais une loi pareille. Voter contre, oui, ça ne se fera jamais.
j'irai voter contre. Et je souhaite, moi nous en parlons, que le pouvoir au pays, fût-il PCT ou autre, regarde cette affaire-là comme il faut et qu'il la rejette. Que c'est pas moi qu'on chasse même ceux qui les porteurs de cette loi-là, comme on chasserait pas, c'est pas moi, un charognard qui vient vous attraper vos poussins dans la maison. C'est quand même un scandale, c'est terrible ça. On pourrait être tout à fait honnête, hein, parce qu'on considère que c'est un sujet sur lequel on peut avoir une unité nationale. Il y a la fille de M. Denis Sassou Nguesso, qui est maire de Kintélé, qui a refusé que ses fiançailles homosexuelles se fassent à Kintélé, en tout cas dans sa circonscription. Donc à ce sujet-là, on est sur Congo Liberty, mais bon, il faut quand même le dire. Alors, Papa Sombo sur Congo Liberty. Papa Sombo, vous portez également un autre combat, hein, même si aujourd'hui vous êtes à la retraite politique comme vous avez voulu nous le faire croire. Bon, vous allez m'excuser, moi j'y pense pas, en tout cas je n'y crois pas beaucoup. Vous portez un projet culturel ou identitaire qui est celui de la viliphonie. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en dire un mot? Ah oui, pas un mot, plusieurs mots d'ailleurs. Parce que la viliphonie, ce projet, je le porte d'abord. Moi, je suis un lauréat de l'UNESCO pour la promotion, un lauréat du prix UNESCO Pierre Tchekaye de Boampire. Il y a un prix comme ça à l'UNESCO qu'on a obtenu à introduire. J'en suis donc lauréat du prix Pierre Tchekaye de Boampire pour la promotion des langues maternelles. Et comme tel, je me bats pour faire comprendre à tout le monde que la langue maternelle, c'est le porteur de toutes les valeurs d'un individu. Parce que la tradition est dedans. C'est tout. Qui perd l'usage de sa langue maternelle, perd sa culture, perd sa tradition, et bon, quand il a perdu tout ça, il ne lui reste plus rien, il demeure esclave des autres. Voilà pourquoi je tiens, nous avons mis ce projet en place, et je tiens à le porter jusqu'au dernier moment. Alors, on parle aujourd'hui de la viliphonie également, que certains considèrent être arrivés un tout petit peu tard parce que aujourd'hui, toujours selon certains, le peuple vili finalement est en train d'être éteint. Il y a une extinction du peuple vili parce que le peuple vili a vendu toutes ses terres aux nouveaux riches du Congo-Brazzaville, avec le métissage aujourd'hui dans les villes congolaises, en particulier Brazzaville et Pointe-Noire. Est-ce que finalement, votre combat, ce n'est pas un combat d'arrière-garde, plutôt un combat politique que vous présentez comme un combat culturel? Est-ce que là, vous n'êtes pas dans du tribalisme, comme le dénoncent certains Congolais? Est-ce que ce n'est pas un projet politique? Pas du tout. C'est un projet qui commande que toute personne de ma race noire se ressaisisse. Nous avons trop souffert de ce que les autres ont fait sur nous pour que nous continuions de vivre comme ça. Et c'est normal quand les gens pensent comme vous me dites là, c'est que dans notre monde, dès que quelqu'un lance une idée, il faut chercher la possibilité de casser l'idée, de tuer pourquoi pas le projet. Alors c'est ainsi que souvent quand il m'est rapporté ce genre de réflexion, je dis qu'il faut laisser les gens parler. Il faut laisser les gens parler et faire que ceux qui sont convaincus de ce que nous voulons continuent le chemin, montrent que quelque chose va naître de ce qu'on fait et ils auront honte par après. On ne peut pas s'arrêter tous les jours pour répondre aux gens sur n'importe quoi. Il faut les laisser. C'est un comportement qui est comme ça. C'est difficile, les gens ne s'en sortent pas. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que les gens
vous suspectent finalement de faire de la politique à travers le concept de la viliphonie, parce que comme les partis politiques au Congo, qui sont à caractère, vous ne me contredirez pas, tribal ou à caractère régional, la viliphonie n'est-il pas un moyen de mobiliser le peuple vili et ensuite en faire une force politique? Ben, c'est tant mieux, pourquoi pas. De toutes les façons, dans ce pays, je crois que la seule activité à laquelle tout le monde veut adhérer, c'est la politique. Alors, si les gens récupèrent ça pour en faire, je ne sais pas moi, pourquoi pas un politique, pour moi, c'est une question d'identité. Ça, c'est mon identité. Il n'y a pas que les Vili, il y a tout le monde. Les peuples de nos pays doivent faire comme les autres, s'accaparer de leurs outils, la langue. Je dis que c'est important, mais écoutez, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'à l'UNESCO, il y a toute une gendarmerie qui est là pour sauvegarder, pour s'assurer de la sauvegarde des langues maternelles. Il a même offert toute une journée, d'ailleurs c'est le 21, là bientôt le 21 février, c'est la journée internationale des langues maternelles, instituée par l'UNESCO. Alors, Papa Songo, dites-moi s'il vous plaît, comment vous avez défini la viliphonie, comment comptez-vous mettre en place les outils pratiques de la viliphonie? Est-ce que demain, c'est pour créer des écoles de langue, par exemple, ou des musées de la culture vili, ou des festivals, je ne sais pas. Comment vous pouvez nous présenter, si vous voulez, le côté pratique de votre concept, la viliphonie? Le côté pratique du concept de la viliphonie est que, d'abord, dans un premier temps, lorsque nous avons pensé à cette question, il a fallu d'abord lui trouver des points d'accueil. Avant que je ne vienne ici, nous avions créé une structure appelée l'Institut des langues locales du Kouilou, ILALOC, pour permettre aux gens d'y venir causer pour cette langue. Et il faut que je dise que ce n'est pas que du vili, hein. C'est le mot, si j'ai pris le mot vili pour créer ce concept, viliphonie, là-dedans il faut comprendre que les peuples de cette région qu'on appelle le Kouilou, ben, ils s'intercomprennent. Là-bas, il n'y a pas que des Vili, vous avez des Yombe. Quand un Yombe parle, le Vili, il comprend très bien. Quand un Vili parle, le Nkochi, qui vient du Kabinda, il comprend. Je vais continuer avec le Lumbu. Il n'y a que les Pounous qui ne sont pratiquement plus de la partie, parce que depuis longtemps, je crois que les Pounous s'étaient retirés de ces groupes-là. Mais Vili, Yombe, Kochi, Woyo, Linji, et tout ce monde-là, c'est ça qui forme, pour ce qui me concerne, ce que j'avais pensé être le groupe qui se retrouvait dans la viliphonie, pour que chaque groupe ethnique vienne mettre en valeur sa langue, qu'il n'ait plus honte de l'utiliser partout où il est. Comme je vois faire l'autre ici. Dans les bus, je monte, quand des personnes de même bord, deux Maliens se retrouvent dans le bus, ils vont parler leur langue. Même des gamins, ils parlent, mais pas nous. Nous, d'ailleurs, je suis arrivé ici, il y a parmi vous au moins un qui parle Vili. Est-ce que je l'ai salué en Vili? Je lui ai dit bonjour. Ce n'est pas notre langue. Mais ça, il faut qu'on amène les gens, dans le cadre de cet institut-là, à se rencontrer, à se parler, pour se réapproprier les mécanismes d'utilisation de leur langue. Nous ne pensons pas que nous avons mis ça en place pour aller à la création d'un parti politique. On peut vivre autrement sans la politique. Alors, on peut vivre autrement sans la politique, comme vous dites. On vous reproche également, à travers le concept de la viliphonie,
de faire la promotion de la division du pays, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, pour parler trivialement, la Véliphonie milite également pour la scission du Congo-Brazzaville, comme comme le prônent certains Congolais? Non, je ne pense pas que vous ayez entendu au niveau de la Véliphonie quelqu'un monter au créneau pour parler de la division du Congo. C'est impossible. De toutes les façons, ce pays-là, bien qu'il soit grand, je crois qu'il a combien? 342 km². 42 km². Bon, bien que la forêt occupe une grande partie, mais dans le peu de terre qui reste là, combien on est pour qu'on aille à la scission de ce pays? Mais vous comprenez? Le diviser apportera quelle solution à quel problème? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'au vu de la situation sociopolitique et l'exclusion d'une bonne partie de la population, en particulier les sudistes, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'une partie des populations du Sud dont vous êtes originaire réclament la cession du pays? Devant la situation effectivement qui prévaut, l'on voit parfois que tous les postes sont pris par seulement un groupe ethnique du pays ou ceci, cela. Devant cette situation, chacun émet les vœux qu'il pense pouvoir émettre pour qu'on arrive. Mais c'est une concertation nationale, que cela requiert que les gens s'asseyent, qu'on regarde. On ne divise pas un pays, ça ne se divise pas n'importe comme ça. Comment? Déjà, il faut voir ce pays qui était si tranquille quand la colonisation arrive, il faut voir comment on l'a émietté. Quand on voit ça au niveau de l'Afrique, vous avez vu comment le gâteau a été, je sais pas moi, sectionné. On ne va pas continuer de faire comme ça. Il y a des problèmes qui se posent dans un groupe humain. Les hommes s'asseyent, ils règlent le problème. Quand bien même il y en a qui résistent, un jour ça arrivera. Vous pensiez qu'un jour on allait faire une conférence nationale au Congo? Ça venait de loin, la conférence nationale. Ça finit par se faire. Ça finit par se faire. Et au sujet de la conférence nationale, on pourra toujours y parler. On reste sur le volet politique de cette interview. Vous avez parlé donc du partage de l'Afrique. Ça veut dire que des peuples ont été divisés, mais aujourd'hui, à travers l'histoire de nos contrées, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, des revendications pour la création du royaume Luango, à travers le royaume Luango, le royaume Congo, est-ce que cette reconstitution-là n'est pas une revendication légitime aujourd'hui? Bon, les choses ont évolué. Nous étions un royaume, et puis on est passé à d'autres niveaux d'existence. Il faut évoluer, mon Dieu, il faut avancer. L'histoire de scission du Congo, c'est par rapport au comportement de certains que nous avons nous-mêmes mis là où ils sont aujourd'hui pour diriger le pays. Vous me direz, par exemple, quand il s'agit d'élire un chef d'État dans nos pays là, nous restons chez nous au Congo, nos pays comme si je connaissais ce qui se passe partout au Congo. Mais avant les élections, tout le monde avait des griefs, tout le monde parlait, tout le monde râlait. Mais lorsque ça arrive, souvent, c'est ceux qui font le plus de bruit qui se mettent derrière celui que l'on veut rejeter. Pour aller s'accrocher à un t-shirt, à une petite somme de 1000 francs, pour aller faire du bruit ici ou là, tout ça. Et la plupart du temps, c'est la jeunesse. Pour 1000 francs, on s'en va. Parfois même, on passe par un responsable à qui on dit qu'un tel a failli m'empêcher. Et celui-là, il se fait des ennuis. C'est la jeunesse qui ne veut pas de changement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si la jeunesse veut que les choses changent, c'est la jeunesse parce que c'est une révolution qu'il faut faire. Ce n'est pas une scission du pays. Morceler ce pays-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va rester auprès de qui pour faire quoi avec.
Papa Sombo sur Congo Liberty, papa, vous êtes bien gentil de dire que vous n'êtes plus de tous les combats, mais à ce que je sache, vous avez soutenu le peuple à travers la candidature du général Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire un mot de... Parce que vous avez quand même représenté le général Jean-Marie Michel Mokoko, actuellement en prison, dans la région du Kwilu, où vous êtes un sage. Comment les choses se sont passées? Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez de l'avoir soutenu puisqu'il est en prison? Et vous ne pouvez pas regretter d'avoir porté votre contribution à la réalisation d'une chose que vous avez prévue. Si ça avait réussi, on acclamait. Ça n'a pas réussi, on n'a pas regretté. Ça n'arrête pas aussi le pays d'avancer. Continue d'avancer. Il n'y a aucun regret à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu surpris de voir que l'engouement qu'il y a eu à travers la candidature du général Mokoko est retombé? Finalement, aujourd'hui, le général Mokoko est abandonné à lui-même. Je ne pense pas qu'il soit abandonné à lui-même. Hein. C'est l'impression que ça donne. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens auraient voulu que l'on fît pour ça? Les gens se battent. Au moment où vous me posez des questions de ce genre, les gens se battent pour essayer d'obtenir que les gens aient la compréhension qu'il faut, qui convient, pour ne pas se faire tant de mal. Papa Sombo, on arrive au terme de notre émission. Vous avez carte libre. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à l'issue de notre interview? Je peux dire simplement que, d'abord, merci de m'avoir offert cette occasion de causer avec vous de ces questions. Mais il faut retenir tout simplement que ce qu'il se passe aujourd'hui par rapport à la situation du pays, ce n'est pas une affaire qu'il faut confier à un groupe de personnes, à une catégorie, à un certain âge. Je répète que nous avons une jeunesse à qui reviendra demain le devoir d'administrer, de gérer, de tenir ce pays. Cette jeunesse, il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle se réveille. Je sais, elle fait un grand travail au niveau de la diaspora. Au moins, je suis tout ce qu'il se passe. Il se fait un grand travail, mais je ne sais pas si elle n'est pas trop éloignée du centre des opérations pour être comprise. Mais qu'elle continue. Il n'y a rien comme ça qui se soit fait en un tour de main. On veut changer les choses, puis ça change. Deuxièmement, je voulais dire par rapport, par exemple, à la situation de paupérisation dans laquelle se trouve le pays, qu'il faut que tous les citoyens nous arrêtions notre peur et considérer, parce que c'est une révolution qu'il faut faire dans le pays. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un âge. J'ai entendu un jour parler de coup d'État. Ça apporte quelle solution le coup d'État en dehors de faire des morts? En dehors de faire des morts, le coup d'État n'apporte pas grand-chose. Encore que s'il y a coup d'État, ceux qui prendraient la tête du pouvoir, c'est des gens qui n'ont rien, aucune idée de la gestion de la chose publique. Et au contraire, peut-être ils pourraient venir aggraver la situation parce qu'ils ne sont pas au contact, par exemple, de ces milliards-là. Et il y en a qui pourraient se dire, c'est maintenant mon tour, je me sers. Il faut éviter ça. C'est vers une révolution qu'il faut aller. La révolution, ça s'entend que tout le monde se mette debout, que nous fassions comme nous avons fait en 1963. Pendant 3 jours, nous avons marché, nous avons crié, nous avons bravé la soldatesque française qui était là, parce que les gendarmes français qui étaient dans les rues pour nous pourchasser, on courait. Je me souviens avoir même cogné ma tête contre un poteau dans cette course folle, fouillant les gendarmes. Quelle que soit la force qu'on va présenter devant nous, qu'on tienne bon, qu'on fasse comme tous les peuples où il y a eu la révolution et où ils ont fini par réussir.
Je vous prends le cas d'un Mali, par exemple, où l'État français a tenu à continuer de taper dessus. Mais eux, ils sont restés dans les rues. Hein. C'est des jeunes, plein de jeunes que j'ai vus. De dire non, ça suffit comme ça, laissez-nous tranquilles. Parce que c'est vous qui avez fabriqué les djihadistes. Bon, ils ont résisté, ils ont fini par partir. Bien sûr, peut-être on a reculé pour mieux sauter, mais au moins pour l'instant, ils sont restés tranquilles. Donc, que la jeunesse se prenne en main. C'est à elle que revient la charge de remettre ce pays-là sur les rails avec une vision bien précise. Qu'on n'incrimine pas que les vieux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous là, tu as fait la politique, tu viens te terrer en France. Mais moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire dans la vie. Et puis, je m'étais donné comme promesse d'aller m'asseoir auprès de mes enfants. Parce que là, j'en ai eu ici, ils sont restés ici, ils vivent ici, ils travaillent ici. Je dis, je m'en vais passer mes vieux jours là-bas, au pays là-bas. Ça va être difficile, il vaut même me rapprocher d'eux. Et voilà pourquoi je suis là. On me le reproche. Il faut aller, c'est vous qui avez fait la politique, il faut que... Qu'est-ce que j'irai apporter moi que d'autres ne peuvent pas apporter pour changer ce qu'il se passe là-bas? Il suffit seulement que la jeunesse prenne son courage, refuse les 1000 francs qu'on lui offre pour aller rencontrer n'importe qui à l'aéroport et qu'elle se dise, moi j'ai un combat autre à mener que de mettre 1000. C'est vrai, on souffre. Ils sont obligés d'aller chercher 1000 francs, mais il y en a qui ont préféré crever de faim plutôt que d'aller se mettre 1000 francs dans la poche pour se faire tuer après. Ça doit être compris comme ça. Maintenant, le reste, tout le Congo doit se lever. Il n'y a pas de scission du pays. Ceux qui pensent qu'il faut diviser le pays, qu'il y a un nord et un sud, s'ils y arrivent, mais on fera ça des expériences, ça se passe partout. Hein. Je vois le sud du Soudan qui s'est battu pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Nous aussi, si c'était la démarche, c'est la majorité qui l'emporte hein, sur ce que l'on pense pouvoir faire. La majorité pense qu'on doit faire comme ça. Si nous suivons la majorité et qu'elle gagne, on y va. On ne dira pas, toi tu n'as pas été là, on te chasse du pays. On me chasse du pays. On va aller où? C'est notre pays après. Non, disons c'est notre pays. Battons-nous pour sauver notre pays. En tout cas, tous la main dans la main. Merci beaucoup Papa Sombo. Merci beaucoup et puis j'espère que très prochainement vous reviendrez sur le plateau de Congo Liberty pour parler d'autres sujets d'actualité ou même continuer les sujets culturels pour ne pas dire identitaires que nous avons amorcés dans cette interview aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt Papa Sombo. Merci beaucoup.